Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Bientôt 10 jours que la grève des enseignants dure en Seine-Saint-Denis. En cause, entre autres, la vétusté des établissements scolaires ou la réforme des groupes de niveau. On va en parler avec un des représentants de ce mouvement dans la première partie de cette émission. La série Max et Lily a fait irruption dans la chambre de nos enfants en 1992 pour ne plus en sortir. Bientôt 30 ans que l'on suit les aventures de ces enfants en livres illustrés et avec eux les thèmes de notre société. Max et Lily, on en parle avec notre invité. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est l'ancienne gagnante de la Star Academy, la chanteuse Annie Chadjo. Mais tout de suite, on va retrouver Guillaume Ouattara pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal, Guillaume, avec les suites de menaces de mort proférées à l'encontre d'un proviseur menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était en déplacement au sein de l'établissement. Oui, depuis plusieurs jours, nous vous parlons de cette affaire, notamment hier. Refaisons le point sur la situation. Le 28 février dernier, une altercation oppose une lycéenne qui portait son voile à son proviseur. La lycéenne accuse le proviseur d'avoir été violent avec elle et elle a déposé plainte pour violence n'ayant pas entraîné la mort. Faux, complètement faux, répond le proviseur qui a lui porté plainte pour acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service. C'est extrêmement précis. Toujours est-il qu'il y a donc deux versions dans l'affaire. Le ministère, lui, apporte son soutien au proviseur, mais sur les réseaux sociaux, c'est un tout autre son de cloche, menace de mort, menace même d'effectuer des actes comparables à ceux de Samuel Paty, Haro et danger sur ce proviseur. Du coup, eh bien, vous le disiez, Nicole Belloubet s'est rendue dans l'établissement pour apporter son soutien. Donc c'est au sein du lycée Ravel. Je vous laisse découvrir les images. Alors que nous avons eu connaissance des faits, nous avons vraiment réagi pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et autour de ses personnels. Nous avons pris en effet une série de mesures pour protéger le proviseur. Ça va de la protection fonctionnelle, monsieur le préfet de police le dira, à un travail sur les réseaux sociaux en lien avec la plateforme Pharos. Cela concerne également la sécurisation de l'établissement et nous avons déployé des équipes académiques mobiles qui viennent ici en appui à l'intérieur de l'établissement, mais aussi des forces de l'ordre pour assurer la sécurisation à l'extérieur de l'établissement. Et puis, bien entendu, nous travaillons à la fois sur la réaffirmation des valeurs de la République et nous travaillons aussi, car c'est très important, sur le soutien à apporter psychologique et dans d'autres domaines à apporter à l'ensemble de l'établissement. Et toujours sous fond de violence, un lycéen a été passé à tabac lundi à la sortie de son lycée. Oui, 4e arrondissement de Paris, lycée Victor Hugo, un jeune homme donc aux alentours de 16 heures qui a été pourchassé à la sortie de son établissement par une dizaine d'individus qui sont scolarisés dans le lycée voisin Charlemagne. La victime a reçu des coups de couteau, 2 coups de marteau au niveau du crâne. Ces jours ne sont normalement et pour l'heure pas en danger. D'après cette même source, les agresseurs dont on dit qu'ils sont du lycée Charlemagne sont originaires du quartier de Belleville dans le nord-est de Paris. La plateforme Un jeune, une solution a ouvert aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui permet aux entreprises de proposer des stages de seconde. C'était la grande annonce de Gabriel Attal. La mise en place de stages d'observation pour les élèves de seconde, 2 semaines donc entre le 17 et le 28 juin prochain. Eh bien, si vous êtes dans une entreprise et que vous souhaitez accueillir des élèves de seconde, il est possible d'ores et déjà de déposer des offres sur cette plateforme Un jeune, une solution. Les lycéens, eux, ils pourront commencer à consulter ces offres à partir du 25 mars. Ce sont 560 000 élèves de seconde générale et technologique qui sont concernés par le déploiement de ces stages. Dans un communiqué, le ministère précise que ces stages sont un vecteur essentiel de la découverte des métiers et qu'ils s'inscrivent dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde, le fameux parcours Avenir. Ils complètent ainsi la séquence d'observation en milieu professionnel de 5 jours réalisée en 3e. Prenez des stagiaires, ça fait toujours du bien.
Une journée de mobilisation se profile ce jeudi 7 mars en Seine-Saint-Denis. Si vous habitez ce département, eh bien, il faut s'attendre à de nombreuses fermetures d'écoles. Oui, c'est la suite d'une mobilisation lancée depuis la rentrée, le 26 février dernier, rentrée scolaire. Les syndicats parlent d'ores et déjà d'un jeudi noir. Voilà quelques infos du communiqué CGT Éducation repris par le Café Pédagogique. D'ores et déjà, la mobilisation du 7 mars s'annonce sans précédent. Les établissements mobilisés le seront davantage. De nombreuses écoles seront fermées. À Duny, par exemple, 90% des professeurs des écoles seront en grève. Alors les revendications ne diffèrent pas de celles de ces dernières semaines. On met d'abord en avant le manque de moyens, le mépris du gouvernement envers les personnels éducatifs, toujours dans le communiqué de presse. Les élèves et leurs parents en Seine-Saint-Denis doivent cesser. Notre école publique n'a pas besoin d'un choc des savoirs et de groupes de niveau pour fonctionner, mais bien de moyens humains et techniques. Et le syndicat de conclure sa revendication. Nous demandons à la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, de recevoir en urgence les représentants de l'intersyndicale éducation du 93. Ils et elles ont prévenu, pas de moyens supplémentaires, pas de rentrée scolaire dans le département. Et justement, ce sujet de la gronde enseignante en Seine-Saint-Denis, bien, ce sera le sujet de notre question du jour, juste après ce journal. On prend la direction maintenant de la Bretagne avec cette histoire à peine croyable. Dans certains lycées professionnels, des enseignants en CDD n'ont pas été payés depuis 6 mois. 6 mois, c'est énorme. 6 mois sans un seul euro versé dans le compte en banque. C'est à peine croyable et pourtant, c'est le quotidien de dizaines de professeurs contractuels, donc des professeurs en CDD, nous raconte le quotidien Ouest France. Tous les établissements sont concernés en Bretagne. La Bretagne compte 25 lycées agricoles privés et 15 publics. Il y a parfois des situations urgentes et dramatiques. Nous sommes alertés par des agents toutes les semaines. Cela a un impact sur l'attractivité du métier. Certains un jour démissionnent. Pour l'heure, pas de réponse, malgré de nombreuses sollicitations des agentes et agents concernés qu'on soutient dans cette démarche. Guillaume, on termine ce journal avec cette information dans la droite lignée du réarmement démographique prôné par le président. Le Parisien se penche sur ces étudiants qui ont fait le choix de devenir parents et de mener une double vie. Eh bien oui, double vie de parents et d'étudiants, c'est possible. Vous le disiez, le réarmement démographique, on en a besoin, nous a dit Emmanuel Macron. Et bien certains décident de faire des enfants dès les études. 1,2% des étudiants, c'est un chiffre qui date de 2016, qui est peut-être en augmentation. On attend en tout cas les nouveaux chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante. Donc ça représente quand même des dizaines de milliers de jeunes chaque année. Par exemple, témoignage de Nour. À 19 ans, j'étais marié avec la bonne personne et j'avais un désir d'enfant. Il était hors de question pour moi de faire l'impasse sur mes études, mais lorsque ma belle famille m'a dit qu'il serait là en soutien, je n'ai pas hésité. Tout n'est pas rose, évidemment, même s'il y a de nombreux témoignages qui donnent envie d'avoir des enfants quand on fait ses études. Les difficultés à faire garder les enfants, la difficulté à conjuguer le travail scolaire et le travail de parents, puisque c'est un travail également. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avons reçu Samuel Clos, influenceur, qui a écrit un ouvrage sur sa parentalité. Lui raconte qu'il était étudiant quand sa compagne est tombée enceinte. Il explique: je suis allé voir l'administration de l'école à l'avance pour discuter de prendre plusieurs semaines de congé paternité. Ils ont rigolé en me disant: mais il n'y a aucun aménagement de cours de prévu. Lui était étudiant en médecine et il a choisi d'arrêter. Un point commun, en tout cas, à toutes ces belles histoires racontées par le Parisien, c'est que tous plaident pour la généralisation de crèches à l'université. Merci beaucoup Guillaume. Deuxième semaine de gronde en Seine-Saint-Denis. Les collectifs et syndicats dénoncent la vétusté de leurs établissements, mais pas que. Le manque de moyens humains et financiers alloués à l'éducation dans le département et réclament évidemment un plan d'urgence. Alors qu'est-ce qui fait gronder le 9-3 ? On en parle tout de suite. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Grégory Tuisa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire du SNES-FSU dans le 93. Vous êtes également professeur agrégé de lettres modernes au lycée Sugère à Saint-Denis. Merci d'être avec nous. La grogne commence à être bien présente depuis maintenant presque 10 jours. Une mobilisation des enseignants qui a commencé donc le 26 février, jour de la rentrée scolaire des vacances d'hiver. Une revendication qui est soutenue aussi par beaucoup de parents, il me semble. Vous allez me le dire. Beaucoup de points à évoquer, bien sûr. Le premier, j'aimerais qu'on parle ensemble des classes surchargées. J'ai l'impression que c'est un vrai problème qui ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier, mais il y a bien plus longtemps.
Bien, écoutez, ça me permet de revenir sur l'historique un petit peu de cette mobilisation. Vous le disiez, la mobilisation dans le département de la Seine-Saint-Denis, elle a commencé le lundi 26 février, jour de la rentrée. Alors, ce rendez-vous n'est pas un hasard non plus, puisqu'il y a 25 ans, dans le même département, en 1998, avaient été gagnées des mesures d'urgence, dont notamment l'obtention immédiate de 3000 postes à la faveur d'une mobilisation extrêmement longue, qui avait lié à la fois les personnels et les parents d'élèves, et qui avait permis justement de gagner des seuils, aujourd'hui appelés par l'administration des repères de gestion, qui permettaient d'avoir un nombre plus mesuré d'élèves dans les classes. Ça veut dire quoi à peu près, mesuré? C'est-à-dire dans des établissements classés en éducation prioritaire, c'était auparavant 24 élèves par classe. Dans des établissements non classés dans l'éducation prioritaire, c'était 26 élèves par classe. Et puis petit à petit, ces conquis de la mobilisation ont été, au cours des dernières années, grignotés, puis carrément liquidés, on peut dire. C'est aussi pour ça, évidemment, que la mobilisation, elle s'inscrit dans cet historique, évidemment. Oui, alors ça veut dire qu'aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, alors peut-être pas dans tout l'établissement, mais globalement, combien il y a d'élèves par classe, pour se rendre compte? C'est très variable. Il faut d'abord imaginer que dans une classe, vous avez des élèves qu'on inclut, des élèves allophones, non scolarisés auparavant en France, des élèves en situation de handicap qui viennent s'ajouter, bien entendu, pour permettre une inclusion dans les meilleures conditions possibles, aux effectifs des classes. Sauf que le problème, c'est que jusqu'à présent, par exemple, les élèves en situation de handicap n'étaient pas inclus et incluses dans les effectifs scolarisés, contrairement d'ailleurs à ce que préconise le cadre légal. Oui, donc c'est le cas à la rentrée 2024. D'accord, mais pourquoi pas avant? Eh bien parce que, tout simplement, il y avait une situation qui était totalement dérogatoire dans le département de la Seine-Saint-Denis à un cadre légal qui est inscrit et qui est codifié depuis la loi Blanquer. Donc ça signifie, si vous voulez, que lorsqu'on dit qu'un repère de gestion, qu'un seuil de 24 élèves par classe est respecté dans les établissements de l'éducation prioritaire, en réalité, l'administration s'autorise d'abord à en mettre un petit peu plus. C'est souvent 24,5 selon la moyenne indiquée par l'administration dans un même niveau, c'est-à-dire sur le niveau 6e, 5e, 4e. Et c'est souvent bien plus, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des établissements de l'éducation prioritaire dans des collèges qui ont 25, 26, 27 élèves par classe en éducation 29, prioritaire. Et bien au-delà, effectivement, dans les établissements non classés. Et en plus de cela, des classes qui vont fermer à la rentrée 2024 du fait de la baisse démographique qui est annoncée. Tout à fait. Alors, dans le second degré, il y a un effort qui est fait, mais qui est évidemment bien minime par rapport aux besoins réels du département. Mais en fait, cet effort, c'est un effort cosmétique. Pourquoi ? Parce que s'il y a 60 équivalents temps plein, c'est-à-dire 60 emplois en plus dans le département, dans les collèges du département, en réalité, c'est uniquement une conséquence mécanique de la réforme des groupes de niveau au collège. C'est-à-dire que la plupart de ces postes seront consacrés aux Français en mathématiques, donc qui, comme vous le savez, sont des disciplines dans lesquelles il devrait y avoir, évidemment nous luttons contre cette réforme, des groupes de niveau. Oui. Alors justement, allons-y directement. Pourquoi vous êtes contre cette réforme des groupes de niveau? Est-ce que vous pensez qu'on va justement amplifier les inégalités plutôt que de lutter justement? Alors, je vous répondrai en deux temps. D'abord, dans nos expériences de personnel de l'éducation nationale, nos expériences d'enseignants, d'enseignantes, d'assistants d'éducation, d'assistants d'éducation, d'assistants pédagogiques, il faut bien voir qu'il y a un savoir académique qui s'est développé et qui très clairement s'oppose à la réforme idéologique du gouvernement. Dans l'écrasante majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, voire la totalité des études académiques, il est indiqué par tous les chercheurs et toutes les chercheuses en sciences de l'éducation, que si l'on peut, de façon ponctuelle, mettre sur un travail d'un même savoir-faire, d'une même compétence, on dirait dans l'éducation nationale, des élèves d'un niveau homogène, il est absolument proscrit et totalement déconseillé de le faire sur le temps long. Or, c'est bien ce que prévoit la réforme, c'est-à-dire de mettre des élèves d'un même niveau, de niveau homogène, ensemble. Or, toutes les études le démontrent, ça accroît les inégalités scolaires et surtout ça assigne les élèves à un niveau qui est souvent stigmatisant pour elles et pour eux. Alors imaginez le résultat de cette réforme, moi j'appelle ça de la ségrégation au carré, dans un département comme la Seine-Saint-Denis où les inégalités sont déjà criantes. On est dans le département le plus jeune, le plus pauvre aussi de la France hexagonale, et vous allez créer à l'intérieur d'un département où l'effet de stigmatisation est extrêmement fort, un autre effet de stigmatisation. Donc le choc des savoirs et le tri social et l'assignation scolaire des groupes de niveau sera doublement nuisible
dans le département de la Seine-Saint-Denis. L'idée de départ qui est prônée par Gabriel Attal, qui était donc ex-ministre de l'Éducation, maintenant Premier ministre, et maintenant Nicole Belloubet, de dire qu'on va pouvoir soutenir justement ceux qui ont plus de mal, ceux qui doivent rattraper des bases qu'ils n'ont pas, selon vous, est une mauvaise idée, en tout cas sur le long terme. C'est-à-dire que si par exemple on repensait les groupes de niveau, si je comprends bien, sur 2-3 semaines, 2-3 mois, peut-être que ce serait... possiblement effectif. S'il y avait cette évolution, en tout cas, il y a au moins une étude qui le dit qu'il pourrait y avoir en effet, alors pas nécessairement des effets bénéfiques, mais en tout cas, il n'y aurait pas d'effets nocifs de cette organisation. Nous, ce qu'on rejette absolument, c'est évidemment cette homogénéité imposée dans la classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une classe, elle est riche de son hétérogénéité, c'est-à-dire d'élèves qui peuvent progresser ensemble, mais pour progresser ensemble, il faut être en petit effectif. Or, d'où aussi cette idée de groupe de niveau. C'est ce qui est aussi. Sauf que ces effectifs et ces petits effectifs, ils ne fonctionnent justement que par l'hétérogénéité, c'est-à-dire la capacité d'entraînement, d'émulation qu'il peut y avoir au sein d'un groupe classe et surtout d'un sentiment aussi d'appartenance à un groupe classe. Imaginez un élève ou une élève de 6e, même sans avoir des considérations militantes, imaginons un élève ou une élève de 6e qui rentre dans une classe et à qui on va dire en français, en mathématiques, tu seras dans tel groupe. Et pour tout le reste de tes enseignements, alors que tu sors de l'élémentaire, tu y seras dans une classe entière. Il n'y a aucun effet d'appartenance et on détruit l'émulation que crée l'hétérogénéité dans les classes. Et on crée encore plus le manque de confiance en soi, j'imagine, pour ces élèves-là. Exactement. En revanche, pour les élèves qui sont peut-être meilleurs que d'autres, est-ce qu'on pourrait repenser l'idée de les intégrer à des groupes, peut-être, qui seraient de manière, par exemple, hebdomadaire, sur quelque chose de plus efficient aussi? Alors nous, ce qu'on revendique au contraire, c'est qu'il puisse y avoir, pourquoi pas, des moyens horaires qui sont donnés par l'éducation nationale pour justement inclure les élèves, quel que soit par ailleurs leur niveau, dans des projets pédagogiques, par exemple. Pourquoi pas? Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'il y ait la construction d'un projet pédagogique sur une thématique particulière, c'est une possibilité. Mais pour qu'un groupe classe fonctionne, il faut effectivement cette émulation et cette hétérogénéité qui permet justement la progression de toutes et tous dans les apprentissages. En tout cas, si on revient sur la question initiale qui était le manque de place, des classes surchargées, comment imaginer donc ces groupes de niveau avec justement des classes surchargées? Ça veut dire qu'on n'a pas de place, il y a très peu d'établissements qui quand même ont des places vacantes, qui ne vont pas construire de nouvelles classes. D'ailleurs, on va en fermer. Donc la Seine-Saint-Denis va aussi avoir des classes qui ferment. Donc tout cela, comment est-ce envisageable? Écoutez, en tout cas, quoi qu'il arrive, arithmétiquement, si l'on se tient d'un strict point de vue arithmétique, ça ne tient déjà pas. C'est-à-dire que les moyens qui ont été donnés l'ont été à moyens constants. C'était une députée d'ailleurs Renaissance qui le rappelait il y a quelques semaines, au moment où il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale. Ça a été fait à moyens constants. C'est-à-dire que tout ce qui a été donné pour fabriquer ces groupes de niveau, ça a été repris sur d'autres moyens. Je prends un exemple simple. En Seine-Saint-Denis, vous aviez des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. La Seine-Saint-Denis est un département qui a entre 62 et 65% de ses élèves qui sont en éducation prioritaire et qui connaît effectivement un phénomène massif de décrochage scolaire. Ces moyens ont été retirés. Ils ont été grignotés petit à petit. Moi, quand j'ai commencé dans le département, il y avait par exemple 14 heures qui étaient consacrées au module relais. Aujourd'hui, c'est 0. Ces moyens ont été retirés au bénéfice des lubies ministérielles. C'est-à-dire que l'ancien ministre de l'Éducation nationale et actuellement locataire de Matignon, Gabriel Attal, a dit nous allons faire des groupes de niveau. Eh bien, on retire tous les autres moyens pour accompagner les élèves en situation de décrochage, des moyens aussi qui étaient donnés à des établissements pour créer des groupes de latin, des groupes de langue supplémentaires, pour permettre une pratique en sciences, par exemple. Donc, si vous voulez, ça va peser de façon extraordinairement lourde sur le quotidien des établissements scolaires pour un bénéfice qui, si on est gentil, est minime, et si l'on est réaliste, est nul. Mais la réalité, c'est quand même le niveau des élèves en France, en maths et en français. On a parlé de savoirs fondamentaux au départ, on parle de choc des savoirs maintenant, mais c'est à peu près la même idée. L'idée de dire qu'il faut remonter absolument le niveau des élèves en français et en maths, et d'ailleurs, à peu près toutes classes confondues. Alors, pour permettre justement une hausse généralisée du niveau, il faut d'abord commencer par éviter de faire du tri social dans les classes. C'est-à-dire permettre, face à des évaluations et à une mesure du niveau, la capacité de progression pour chaque élève. Comment on le fait ? Moi, j'applique un théorème que le gouvernement a voulu, a souhaité ou a
essayé de démontrer depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais c'est en fait petits effectifs. Comment on peut expliquer, par exemple, que les ministres successifs de l'Éducation nationale sous les quinquennats successifs d'Emmanuel Macron nous aient expliqué que les petits effectifs étaient bénéfiques, par exemple en élémentaire, quoiqu'on pourrait largement remettre en cause l'effectivité de la mesure dans le département de la Seine-Saint-Denis. Néanmoins, on nous explique que dans le second degré, les effectifs ne posent pas de problème. Donc, de deux choses l'une, soit les effectifs importants en classe ne permettent pas aux élèves de progresser, et à tous les élèves, et en particulier aux plus fragiles de progresser, soit ils le permettent. Or, on ne peut pas donc appliquer dans le premier degré, en tout cas essayer de démontrer dans le premier degré ce qu'on n'applique pas dans le second degré. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce sont des classes. Nous, on le demande en tout cas au niveau du plan d'urgence. On a chiffré tout ça. C'est une enquête qui date maintenant du 16 novembre, donc ça remonte loin. Les chiffres ne sont pas sortis du chapeau. On annonce beaucoup de choses. 5000 postes d'enseignants, on demande 175 postes de CPE, 650 postes d'assistance éducative, 320 postes d'assistance pédagogique, 2200 AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap. On pourrait nous dire, oui, vous faites votre liste de courses. Sauf que ce n'est pas une liste de courses. C'est le résultat d'une enquête qui a été faite auprès de plus de la moitié des établissements scolaires qui nous ont répondu dans le département, donc c'est quand même très représentatif. Et ce sont des besoins qui ont été établis, mesurés et qui nous ont été transmis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut paraître somptuaire, mais si je mets en comparaison deux choses. D'abord, sur les 25 dernières années, je parlais de la grande mobilisation de 98, 5000 postes, c'est 200 postes par an. Et vous faites allusion à 98, pardon, mais je crois qu'il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 4 ans, il y a eu 2650 postes de supprimés, justement dans le département. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est vraiment dans une situation où il y a à la fois, vous l'aviez répété tout à l'heure, 3000 postes d'un coup qui ont été proposés, puis donc pratiquement les 80% supprimés, et maintenant on repartirait vers 5000 postes. Donc pourquoi ce chiffre, pardon, Tout simplement parce qu'en fait, la Seine-Saint-Denis est le laboratoire, on pourrait presque dire malheureusement parfois le terminus, des politiques publiques en matière d'éducation. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé de faire de manière inconsidérée le yo-yo. On a eu effectivement des suppressions extrêmement massives de postes. Je prends l'exemple du second degré puisque j'exerce moi-même dans le second degré, mais on a eu quasiment 9000 suppressions de postes sur l'ensemble du territoire, oui. Au-delà de la Seine-Saint-Denis, dans les collèges et lycées depuis 2017. Donc, lorsque j'entends un organisme comme France Stratégie nous dire que pour remplacer ne serait-ce que les départs à la retraite des enseignants et des enseignantes à l'horizon 2030, il faudra 300 000 postes d'enseignants, vous voyez qu'en termes de chiffres, on n'y est pas vraiment. Donc nous, ce qu'on a mesuré, c'est que le gouvernement fait des choix. Il fait le choix, par exemple, de la caporalisation et de la généralisation à venir de la tenue unique à hauteur de 2 milliards d'euros. Il fait le choix de la mise en place, peut-être généralisée, du service national universel, entre 1,5 et 2,5 milliards d'euros. Nous, ce qu'on demande, on l'a chiffré. Prendre cet argent, c'est 358 millions d'euros pour une posologie d'urgence. Ce qu'on appelle une posologie d'urgence, c'est-à-dire pas nécessairement un plan, on verra après pour un plan pluriannuel d'investissement en Seine-Saint-Denis parce que le département en a besoin, mais 358 millions d'euros, c'est ce qu'il nous faut tout de suite maintenant. Le département est dans un état d'urgence, il lui faut donc un plan d'urgence. Un plan d'urgence. On parle effectivement de moyens humains, donc du nombre de profs, des professeurs qui sont aussi, évidemment, donc un manque cruel de professeurs. Emmanuel Macron avait annoncé effectivement un prof devant chaque élève. Ça n'a pas été le cas à la rentrée 2023. Ce ne sera probablement pas le cas à la rentrée 2024. Avec le recrutement de professeurs qu'on a dit contractuels, c'est-à-dire formés en 4 jours. Est-ce que là, aujourd'hui, il va y avoir un plan aussi, en tout cas dans votre plan d'urgence qui est proposé, qui est demandé? Est-ce qu'il y a aussi, effectivement, cette notion qui est de formation des enseignants qui est importante? Alors, ce plan d'urgence, c'est un plan, effectivement, ce que je disais, de posologie d'urgence. C'est-à-dire que derrière, il faudra nécessairement faire aussi un choc d'attractivité. On a l'habitude de détourner l'expression gouvernementale du choc des savoirs en disant qu'il faut un choc des moyens et des salaires, c'est-à-dire renforcer l'attractivité. L'attractivité des métiers de l'éducation nationale, elle se mesure à l'aune de 2 facteurs. 1, la revalorisation salariale. 2, l'amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail, on y revient, ça passe aussi par l'allègement des effectifs dans les classes. C'est une évidence. Donc, pas que par ça, et on va y venir juste après, notamment sur la vétusté des établissements. Exactement. Et donc, on demande spécifiquement un collectif budgétaire à la fois sur les moyens horaires et humains, à la fois sur le bâti, et on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion effectivement profonde sur le devenir d'un vrai service public d'éducation, de correction des inégalités sociales et de naissance dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis.
Alors, on parle effectivement des enseignants. Il n'y a pas que les enseignants, et vous les avez cités. Hein. Il y a les CPE, les assistants d'éducation, les AESH. Vous m'avez dit un chiffre assez important d'AESH. On sait à quel point il est difficile aujourd'hui de pouvoir trouver des AESH. On appelait les AVS à l'époque, hein, les assistants de vie scolaire. Donc, pour faire de l'inclusion, ce qui était un des thèmes de campagne d'ailleurs d'Emmanuel Macron, donc faire l'inclusion de manière générale dans tous les collèges et lycées français. Qu'en est-il en Seine-Saint-Denis? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi avoir un choc d'attractivité pour ces fameux AESH que vous recherchez, sachant qu'il y a eu une revalorisation salariale, mais qu'elle n'est quand même pas très importante? De toute façon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quel est le constat pour un élève ou une élève en Seine-Saint-Denis? Un élève ou une élève en Seine-Saint-Denis a des besoins éducatifs particuliers. D'abord pour corriger effectivement ces inégalités, parfois aussi parce qu'il a sa propre situation. Un élève ou une élève qui n'a pas été scolarisé antérieurement, par exemple, qui vient d'arriver, qui doit donc apprendre la maîtrise du français. Vous avez des élèves en situation effectivement de handicap aussi. Ça veut dire que chaque élève doit avoir un accompagnement personnalisé. Pour avoir cet accompagnement personnalisé, il faut des moyens humains. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On a fait une enquête à la rentrée 2023, vous l'avez dit, on avait environ 50% des établissements sur l'ensemble du territoire qui affichaient au moins un enseignant, une enseignante non remplacée, c'est-à-dire qui n'avait pas été remplacée par l'institution. Donc la promesse qui avait été formulée par Emmanuel Macron puis par Gabriel Attal n'était pas tenue, comme elle n'avait pas été tenue l'année précédente. Ce sera sans doute malheureusement, s'il n'y a pas ce choc d'attractivité et ce choc des moyens, la même chose à la rentrée 2024, même chose pour les AESH. Aujourd'hui, en termes d'accompagnement humain des enfants en situation de handicap dans le département, on est sans doute à moins de 50% dans les statistiques. C'est-à-dire qu'on nous dit que les élèves sont accompagnés, mais ils sont accompagnés parfois alors qu'elles ont des notifications à hauteur de 25 ou 26 heures d'accompagnement en classe. Ils sont accompagnés parfois 4 ou 5 heures dans leur établissement. Donc ça signifie qu'on laisse des élèves à l'abandon dans des classes et qui ne disposent pas d'un accompagnement auquel ils et elles ont droit. Et ça, c'est profondément insupportable. Grégory Tuisa, pardon, mais tout ce que vous dites, je l'ai entendu de la part de Sophie Nédité, d'ailleurs, qui paraît au STACF-FSU, et de la part de beaucoup d'enseignants et aussi d'autres syndicats et autres professeurs et autres parents d'élèves. Je veux dire, ce n'est pas du tout nouveau. J'ai l'impression que la parole n'est pas entendue. Enfin, est-ce que je me trompe Non, la parole n'est pas entendue. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, la seule réponse pour l'instant qu'on a à une demande d'audience ministérielle qu'on a formulée quand même depuis le 26 février, puisque vous devinez que si on demande ces moyens-là et un collectif budgétaire, ça veut dire qu'a priori, on a choisi notre interlocutrice. L'interlocuteur ne sera pas le directeur académique de la Seine-Saint-Denis qui est chargé de répartir une enveloppe. L'interlocutrice ne sera pas non plus la rectrice de l'Académie de Créteil qui, elle aussi, par délégation ministérielle, recevra une enveloppe de moyens qui reste fermée. L'interlocutrice aujourd'hui, je dirais presque les interlocuteurs interlocutrices, puisque Bercy, évidemment, est aussi dans la boucle, c'est évidemment la ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se saisisse de ce dossier à bras-le-corps, de la situation singulière, le mot est de la ministre elle-même, du département de la Seine-Saint-Denis, pour qu'on puisse corriger ces inégalités. C'était le sens de toutes les politiques de correction des inégalités depuis les années 80. La politique d'éducation prioritaire, par exemple, c'était corriger les inégalités sociales. Eh bien, c'est ce qu'on veut aussi pour la Seine-Saint-Denis. Pour l'instant, ce qu'on nous propose, c'est soit des audiences individuelles. On voit que la DS2N 93 s'empresse de recevoir des établissements, alors qu'auparavant, ces mêmes établissements étaient souvent destinataires d'un simple courrier. La rectrice a souhaité nous rencontrer en urgence aujourd'hui à la veille de la mobilisation qui s'annonce massive de demain. Nous, ce qu'on veut, la réponse est simple, c'est une audience ministérielle, qu'on se mette autour de la table de façon à construire sur la base de des revendications des collègues dans les établissements, ce que porte depuis longtemps Intersyndicale 93. Dernier point, mais vous l'avez évoqué évidemment, quand on parle d'attractivité du métier, il y a aussi la façon dont on vit son métier. Infiltration d'eau, défaut d'isolation, des toilettes impraticables, des trous dans les murs, des moisissures. Enfin vraiment, il y a un enseignant d'ailleurs qui pose une question essentielle que j'ai relevée. Est-ce qu'on a envie de s'investir quand on est dans un endroit moche et pourri, totalement insalubre ? Ça peut jouer évidemment sur le moral des enseignants, mais aussi celui des élèves, et donc sur l'apprentissage. Bien entendu, l'effet de stigmatisation du bâti est extraordinairement puissant. J'en veux pour preuve que très souvent, les élèves réduisent leur quotidien dans l'établissement scolaire à l'environnement qu'ils ont autour d'eux et d'elles. Aujourd'hui, la réalité des établissements scolaires dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce sont des occultants qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on regarde des vidéos où on projette des peintures qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de store ou pas de rideau.
Ce sont des salles dont la température est, retour des vacances, entre 6 et 8 degrés, ce qui occasionne souvent des droits de retrait des personnels. Ou de 35 à 40 degrés. Effectivement, ou de 35 à 40 degrés effectivement l'été. Ce sont aussi des constructions qui sont délabrées pour certaines, où les plans de rénovation sont insuffisants. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, je pense aux municipalités, aux départements par exemple, municipalités pour les écoles et le département pour les collèges, n'ont à l'heure actuelle plus les moyens, du fait d'un défaut de délégation de moyens et d'enveloppe de moyens au niveau de l'État, pour subvenir à la rénovation, très clairement à la réfection des établissements scolaires ou des écoles. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un collectif budgétaire et une réflexion sur ce bâti. Il est inacceptable qu'on accueille la communauté éducative dans son ensemble, c'est-à-dire les personnels, les élèves, mais aussi leurs parents, dans des locaux qui sont délabrés. L'accepterait-on dans d'autres volets du service public? L'accepterait-on dans d'autres lieux où l'on accueille du public? Non. Pourquoi l'école ferait exception? Pourquoi l'école aurait-elle droit à des faux plafonds qui sont troués, à des infiltrations d'eau, à la présence de moisissures qui sont extrêmement nuisibles pour la santé des personnels, des élèves et des parents, dans un département en plus où les services psycho-santé sociaux sont totalement démunis? Voilà, la situation de la Seine-Saint-Denis, c'est une situation de sinistre, c'est une situation d'urgence. Il faut donc y répondre en urgence et avec un plan à la hauteur des enjeux et des besoins. Eh bien, j'espère que vous serez écoutés. Merci beaucoup, Grégory Tuisa, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes co-secrétaire du SNES-FSU du 93, également professeur agrégé de lettres modernes au lycée Sugère à Saint-Denis. Merci. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Dominique de Saint-Mars. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez tous cette collection. Regardez, c'est le premier, c'est le numéro 1. Je suis sûre que vous l'avez eu, la collection de Max et Lily. Celui-ci, il appartient à une jeune fille que j'embrasse et que je salue, qui s'appelle Laura Gérard et qui prépare l'émission que vous regardez aujourd'hui, cette émission de Grand JT. Et donc, c'est le numéro 1. Lily ne veut pas se coucher. Génial. Mais comment est née cette idée, cette collection créée en 92 et qui ne démord pas? Le succès ne démord pas. Oui, c'était en 92, donc il y a très longtemps, il y a 32 ans. Ouais. Et voilà, le premier titre, j'avais envie de ce titre-là, et pourtant j'avais pensé à 50 titres en fait quand je voulais créer cette collection. Et on m'a dit surtout, Lily veut pas se coucher, c'est un livre sur la séparation avec les parents, c'est la peur de la mort, donc c'est très dur de commencer une collection comme ça. Et voilà. Mais j'étais en fait encore à Astrapi quand j'ai voulu faire cette collection, et où j'avais rencontré Serge Bloch et Pascal Gallimat, qui a créé après sa maison d'édition Calligramme. Ouais. Et voilà, donc j'ai eu cette idée de parler de livres pour permettre aux enfants de parler de leurs émotions, de parler avec leurs parents, de retrouver confiance en eux. Oui, alors justement, une façon de créer le dialogue entre enfants et parents, parce qu'en fait, dès le départ, pas de tabou avec vous. Non. Vous commencez déjà, dès le premier livre, vous le dites, sur effectivement la peur de la mort, la peur de l'abandon, de ce qu'il y a après. Lily ne veut pas se coucher, on l'a tous connu quand on a eu des enfants, effectivement, de non, j'ai pas envie d'aller dormir. Et puis d'autres sujets aussi, et j'en ai 3 devant moi. Max ne pense qu'aux zizi, Max et Lily veulent tous savoir sur les bébés, et Lily rêve d'être une femme. Est-ce que ce serait pas sur le plaisir féminin, cette histoire? C'est un peu sur le plaisir, la façon de devenir une femme, de toutes sortes de façons. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est important, ça fait partie de la collection, mais je trouve que la sexualité est quelque chose d'important. Je trouve que les enfants... C'est difficile pour un parent d'expliquer la sexualité, parce que forcément on parle de sa propre sexualité. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir un livre qui vous permet d'en parler, d'en rire, de donner des mots, comme ça on ne parle pas trop de soi. Et je trouve que c'est bien que les enfants, qu'on réponde à leurs questions, parce qu'ils n'osent pas en parler quand même. Et je trouve que c'est bien aussi qu'on sache comment on est fabriqué, d'où on vient. Voilà. Et oui, c'est une jolie façon, parce que alors, donc, moi je les ai tous lus, forcément, avec mon fils Roméo qui en était fan quand il était petit. Ce sont donc des petites histoires qui sont racontées sous forme de bande dessinée et à chaque fois qui amènent, qui suggèrent en fait la discussion. D'un coup, on se pose des questions, on voit bien Max qui s'interroge ou Lily qui s'interroge. Et c'est vrai qu'on a besoin de support, nous parents.
pour pouvoir aborder des thèmes. Oui, je suis l'amie des parents. Je dis toujours ça, que j'essaye de favoriser des conversations intelligentes dans les familles. Et donc, c'est vrai. Et moi, mon métier, c'est d'être scénariste. J'écris l'histoire, en fait. J'invente les situations, les dialogues, les questions, le titre du livre. Je travaille maintenant avec mon mari, Renaud de Saint-Marc, qui est réalisateur et qui a été éditeur, donc il connaît bien. Et voilà. Les scénarios sont dessinés par Serge Bloch, qui a un talent fou, qui est drôle, qui est sensible, qui est émouvant, enfin voilà. Justement, vous parlez de l'humour. Comment vous définiriez le style de Max et Lily? C'est à la fois très réaliste, vraiment, dans la vraie vie, et en même temps avec une dose foudroyante d'humour et de distance. Oui, vous avez raison. Mais l'humour donne la distance, en général. Et c'est vrai, c'est le réel, c'est le dialogue, les mots. Il faut que ça touche l'enfant au cœur, à l'intelligence. Il faut que l'enfant... C'est très difficile d'être plus intelligent qu'un enfant, de toute façon. Donc, il faut y arriver. Et donc, il faut que l'enfant se sente encore plus intelligent quand il a lu le livre, il arrive à mieux comprendre ses parents, par exemple. Il dit que ça calme les parents, Max et Lily, d'ailleurs. Mais c'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Effectivement, c'est quelque part, c'est ce qu'on ressent souvent quand on lit un Max et Lily, parce qu'en fait, l'échange permet d'être apaisé en tant que parent par rapport aux réponses qu'on a données et peut-être même aux questions qu'on ne se serait jamais nous-mêmes posées. Oui, ou sur les sujets qu'on n'ose pas parler, dont on n'ose pas parler, quand on a perdu quelqu'un dans la famille. Enfin, donc voilà, donc ça crée des conversations intéressantes entre parents et enfants. Alors des vraies questions, effectivement, il y en a une aussi aujourd'hui qui malheureusement revient souvent dans l'actualité, c'est la question du harcèlement. Il y a un carnet qui s'appelle Stop au harcèlement Max et Lily qui est en train de se préparer, je crois, avec Calligramme, c'est ça? Absolument. Et aussi des ressources sur l'empathie. L'empathie, je crois que je l'ai, voilà. Max et Lily découvrent l'empathie. C'est le dernier, celui-ci? C'est le dernier. Il vient de sortir, il sort à l'instant. Oui, absolument. Et donc, c'est évidemment pour lutter contre le harcèlement, pour aussi suivre les cours d'empathie que les enfants vont avoir à l'école. C'est pour que l'enfant... C'est l'ADN de Max et Lily, avoir de l'empathie. Et c'est vrai que les enfants doivent apprendre à se mettre à la place des autres, sans se laisser faire non plus, sans être noyé par les émotions des autres. C'est assez compliqué, l'empathie. Il faut savoir aussi rester à sa place, savoir se protéger et en même temps aider facilement les autres qui souffrent. C'est inné, l'empathie, justement, ou ça se travaille? Ça, c'est une vraie question. Je crois que ça s'apprend. Ouais, c'est comme même... Je pense qu'il y a des gens qui l'ont d'une façon innée, plus ou moins. Mais je crois que ça s'apprend. Oui, je crois qu'on y arrive. On peut devenir empathique. Oui, on peut s'intéresser vraiment à l'autre. Oui. Sans l'être dès le départ. Non. Et puis je crois que quand on va mieux aussi, on est... Non, pas forcément d'ailleurs. Il y a des gens qui sont malheureux et qui non, finalement, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens malheureux qui savent très bien s'occuper des autres. Voilà. Mais c'est vrai que quand on a... Peut-être même encore plus d'ailleurs. Oui, peut-être parce qu'ils savent ce qui leur manque. Oui. Mais c'est vrai qu'aussi... Quand on a trop de problèmes à régler soi-même, on a peut-être quelquefois pas envie non plus de s'en rajouter. Donc c'est complexe. Ça n'empêche pas l'empathie. Hein. Non, c'est vrai. Alors, il y a aussi des cahiers de soutien scolaires, Max et Lily. Est-ce que vous pensez justement que ces deux personnages, qui sont donc mythiques, Max et Lily, vont permettre justement aux enfants d'apprendre, et surtout aux parents d'ailleurs, d'apprendre à faire mieux travailler leurs enfants? Oui, je crois que c'est des cahiers de soutien et d'entraînement. Voilà, il y a des cahiers de devoirs de vacances aussi. Voilà, et je pense que ces cahiers, de cette pédagogie, en fait, de Calligramme, de Max et Lily, repose aussi sur le fait qu'on s'identifie à un personnage positif, on vit une expérience intéressante à travers Max et Lily, on joue, parce qu'ils sont drôles, il y a toujours à la fin des notions à réviser, il y a des petits jeux, il y a des codes à déchiffrer, il y a des jeux, donc les enfants aiment jouer, et ceux qui sont un peu en difficulté avec l'école, ils sont contents de rentrer dans les notions à réviser avec des jeux. Oui, parce que j'ai fait le test dans la rédac, et alors tout le monde me dit « Ah non, mais moi j'adorais les cahiers de vacances, c'était génial, moi j'adore toujours refaire des cahiers de vacances. C'est quelque chose qui plaît à la fois aux parents et aux enfants, parce que c'est souvent une forme de jeu. Et c'est vrai que là, on apprend... Alors, celui-ci, c'est CP français 6-7 ans, par exemple. T'accompagnes à l'école. Donc, on va travailler à la fois les lettres et les sons, mais aussi les nombres.
très important. Quand les enfants sont fâchés avec les maths, par exemple, on dit qu'il faut refaire les maths dès le début, du début des maths. Et c'est vrai que là, ça permet justement de reprendre les choses doucement, sans stress, en étant accompagnés ou pas par les parents. Les enfants les font tout seuls la plupart du temps. Alors c'est vrai que je retrouve celui de maths. Je cherchais, il y a français d'un côté et maths de l'autre. Dans les deux cas, on arrive à avoir effectivement l'humour de Max et Lily. On retrouve les bases élémentaires effectivement du programme scolaire. C'est un cahier de soutien conforme au programme, c'est clairement dit, mais avec des exercices progressifs. Et puis surtout, ne paniquez pas, il y a les corrigés pour les parents, parce que même en CP, on peut se planter. Ça arrive. C'est vrai. On peut y arriver. Mais en tout cas, c'est vraiment fait pour que l'enfant à la fois se retrouve finalement dans ce qu'il connaît. Oui, exactement. C'est comme un doudou. Puis il a des copains de papier déjà, avec tous les Max et Lily. Et ce qui m'amuse, c'est que les enfants savent que dans Max et Lily, ça se termine bien et qu'ils vont finir par y arriver, ils vont trouver une solution à leurs problèmes. Donc ils sont habitués à cette démarche positive à travers des héros comme ça qui y arrivent, qui sont résilients en fait. Et donc dans les cahiers pour l'école, en fait, pour accompagner à l'école, c'est la même chose, ils ont cette même confiance. Ils vont y arriver. C'est vrai qu'ils trouvent toujours des solutions et ils y arrivent toujours. Mais est-ce qu'ils vont vieillir un jour, Max et Lily? Non, jamais. Interdiction. Non, je veux pas parce que je trouve que l'âge de 6 à 12 ans, c'est un âge formidable pour apprendre et pour se changer si jamais on a eu des problèmes dans la petite enfance. Et c'est pour se donner des forces avant l'adolescence où on va être un peu plus troublé. Donc je trouve que c'est bien que ça soit à cet âge-là de l'école primaire, en fait. L'école primaire est très importante. Bien sûr, vous vous adaptez effectivement à l'âge de vos lecteurs, mais j'ai l'impression que vous reprenez finalement des thématiques qui sont propres aussi à tous les âges, parce que Max et Lily veulent soigner tout le monde. Moi, je me retrouve, moi j'ai quand même 46 ans, Max se sent seul, là je me retrouve pas, mais je peux imaginer. Oui, ça arrive à beaucoup de monde. Voilà, malheureusement, accro du portable, franchement, on est en plein dedans. Lily veut jouer au foot, donc une petite fille qui veut jouer au foot, heureusement, maintenant il y a des équipes féminines de foot, mais voilà, on retrouve... C'est pour lutter contre les stéréotypes, ça, celui-là. Absolument. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et justement, c'est une façon de pouvoir parler de ces stéréotypes. Et encore une fois, d'en parler avec ses parents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franchement, je n'arrive pas à m'en défaire. Lily veut aider sa copine à réconcilier ses parents aussi. Ou Max et Lily ont des copains réfugiés. Voilà, autant de thématiques importantes. Sur la guerre, pour comprendre la guerre d'Ukraine. Et pour accueillir... Toutes les guerres même. Tous les réfugiés. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a aussi des livres sur le divorce, sur les situations difficiles que les enfants vivent, qui me sont très, qui me touchent beaucoup. Voilà. Alors évidemment, elle doit être par là. Hein, oui, c'est là. Mais on arrive. Ah, vous l'avez trouvé. Lily veut réconcilier. Ah voilà, Lily veut réconcilier ses parents. Les parents qui s'engueulent, sauf de la séparation. Les parents qui se disputent. Les enfants sont complètement effondrés par ces situations. Et franchement, ils ont besoin d'être accompagnés de ce côté-là. Moi, je sais, je l'ai vécu quand j'étais petite. Donc, c'est très, très important. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des séparations des parents et des brouilles et des parents qui ne se parlent pas et tout ça. Et je trouve qu'il y en a 4 dans Max et Lily sur ce sujet. Il y a beaucoup de modèles de famille maintenant. On pourrait faire un Max et Lily sur toutes les, il y en a. Les modèles de famille. Il y a presque toutes les... Il y a la diversité des familles dans Max et Lily. Il y a les mamans qui vivent seules, il y a les pères qui... Dans la copine de Lily n'a pas de papa, on parle et une famille homoparentale aussi. On parle d'une petite fille qui a 2 mamans, d'un petit garçon qui a 2 mamans. Dans la copine de Lily n'a pas de papa. Il y a Simon qui a une demi-sœur. Il y a vraiment une grande diversité des familles. Il y a des familles étrangères, il y a des familles ukrainiennes. Enfin, j'essaye de mettre toutes les familles, oui, évidemment. Parce que Max et Lily, évidemment, ils ont la chance d'avoir papa et maman à la maison et que les parents sont assez compréhensifs et ne veulent pas être trop parfaits, donc ça va. Mais c'est vrai que les enfants vivent... Ils ne veulent pas être trop parfaits, les parents. Justement, c'est ce que j'ai. Parents normaux, en fait. C'est des parents normaux. Voilà. Absolument. Ce sont même. Ce sont des parents normaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique de Saint-Mars. Merci, autrice de Max et Lily aux éditions Calligramme. On redit le nom, évidemment, Serge Bloch, de l'illustrateur. Serge Bloch. Ainsi que votre mari, dont le prénom, pardon. Renaud. Voilà, Renaud. Voilà. L'éditeur, c'est Calligramme et il y a éditioncalligramme.com. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Aujourd'hui, tu es chanteuse. Est-ce que plus jeune, il y avait un métier qui te faisait rêver? Alors, qu'est-ce que je voulais faire?
Je partais du principe que je devais être ce que je devrais être. Donc, tu avais une destinée. Voilà, je voulais juste être ce que je voulais être, en fait. Ce que je devais être, pardon. Je ne voulais pas forcément être ceci, cela. Après, j'avais des choses que j'aimais bien, comme la psychologie. Voilà. J'aimais beaucoup le fait d'aider les autres. J'avais plein de choses que j'aimais bien. Psychologue? Oui, peut-être. Après, j'ai fait des études en sciences humaines et sociales, donc j'ai fait de la psychologie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait des choses qui étaient en lien avec l'entraide, la communication, l'information. Et j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Après, aujourd'hui, maintenant, je fais de la musique et je me consacre pleinement à ça. Mais ça ne veut pas dire que je me limiterai à ça. Et le diplôme là, que tu viens d'acquérir, c'est une formation qui donnerait concrètement quel métier, par exemple? Chef de projet, entrepreneur, chef de projet marketing. Donc là, on a quitté le côté psychologie. Oui, quand même. On est dans du business. On est allé dans du management. On est allé de la communication à quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus d'actualité, on va dire, parce que le marketing digital, c'est surtout des choses actuelles. Après, c'est pas totalement différent de ce qu'on avait fait en communication et information quand j'étais à la fac, en licence. Il y a toujours un lien. Et je pense que j'ai beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup appris grâce à ça. Il y a des nouveaux métiers qui émergent, donc il faut aussi s'adapter. Donc c'était surtout dans cette optique-là. Et en plus, j'aime bien le leadership, j'aime bien apprendre en fait. Mais là, c'est fini justement l'apprentissage. Là, c'est fini, oui. C'est fini les études, oui, donc c'est la musique fini. À 2000%. Pas à 2000%. Je dirais la musique en grande partie, mais le fait d'apprendre, ça ne s'arrête jamais. On finit jamais d'apprendre. L'apprentissage, peut-être, j'ai fini les cours, mais j'apprends. Dans la théorie, mais tu vas passer d'un apprentissage pratique, celui de la vie, quoi. Exactement. On ne cesse jamais d'apprendre et pour grandir, de toute façon, il faut apprendre, que ce soit des propres expériences ou de ce qu'on voit dans la société ou dans les cours, etc. Donc, certainement, je vais reprendre des cours, par exemple, de langue ou je ne sais pas. J'ai toujours besoin d'apprendre, en fait. Parce que quand on écoute, on apprend. Et quand on apprend, on grandit. Voilà. C'était important pour toi de finir tes études malgré le fait que tu aies remporté la Star Academy? C'était très important. C'était primordial pour moi. Parce que, encore une fois, je disais que pour moi, c'était une chance de pouvoir poursuivre mes études. Et pour moi, c'était la dernière année. Donc, je me devais de la terminer. Je me devais d'aller jusqu'au bout et me dire, OK, ça c'est bouclé, la boucle est bouclée. Certes, il y avait la Star Academy, mais j'avais déjà un projet de d'abord finir mes études, de travailler, de réussir quand même ce que je fais. Et puis, la Star Academy est arrivée au moment où je m'y attendais le moins. Et du coup, j'ai dû réarranger un peu mes plans en me disant, OK, donc on met en pause pendant 6 semaines les études, parce que c'était 6 semaines à la Starac, et encore, je me disais, peut-être c'est 1 semaine. Oui. À l'école, je leur disais, est-ce que c'est possible de reprendre après? Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir, peut-être dans 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, peut-être, je ne sais pas, mais... Gardez toujours une place pour moi. Je vais reprendre mes études juste après. Et voilà. La musique, ça arrive à quel moment dans ta vie? La musique, c'est arrivé vraiment, comme je disais, à l'adolescence, vers 14-15 ans. C'était au moment où j'avais vraiment besoin d'une thérapie aussi, je pense. J'avais besoin de mettre des mots sur mes émotions, sur ce que je ressentais. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est devenu une meilleure amie. Et étant très solitaire à l'époque, je me devais d'avoir quelque chose à me raccrocher. Et c'était la musique. C'était
c'est devenu Tu vraiment... prends des cours Non. Je n'ai pas pris pour de toi, cours. toute seule? Oui, j'aime beaucoup apprendre. Mais tu chantais? Non. Tu jouais d'un instrument? Alors, je chantais, je commençais à chanter, j'écoutais de la musique en tout cas. J'écoutais des chanteurs, et puis je commençais à chanter un peu, et puis j'ai commencé à écrire, et j'ai commencé aussi à apprendre la guitare, mais d'une manière autodidacte. Parce que j'ai toujours appris à être autonome, et j'ai toujours aussi appris de manière seule, donc autodidacte, depuis le plus jeune âge, je pense. Et ça m'a beaucoup aidée, et la musique m'a beaucoup aidée et ne m'a jamais lâchée. Et je me suis jamais projetée à faire de quoi que ce soit comme carrière ou quoi que ce soit. Je voulais écrire pour des gens, par contre. Je me suis dit peut-être un auteur. jour. Voilà. Ghostwriter. Voilà. Pas forcément ghostwriter, mais vraiment, je voulais écrire pour des gens. Je voulais aussi utiliser Songwriter, justement... pardon. Voilà, songwriter. C'est l'anglais, tu vois, je ne maîtrise pas. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire briller des talents, parce que c'est pour ça que je suis aussi allée dans ce côté management, marketing digital. Tu as du mal à te mettre au centre de l'attention, donc voilà. Tu voulais faire briller les autres et tu t'imaginais pas toi briller. Exactement. Et il y a un prof qui m'avait marqué à l'école qui disait quand on est manager, on se dit faire briller les autres, puis on brille soi après. Et je me suis dit, je vais aller faire briller les autres et peut-être que je brillerai d'une certaine manière après. Et bon, les plans ont été chamboulés. Voilà, les plans ont été chamboulés, mais ça ne veut pas dire que ce plan-là, il n'est plus d'actualité. Il reste toujours dans un coin de ma tête. Et comme je disais, à Madagascar aussi, il y a plein de talents qui méritent aussi de briller, donc déjà aussi faire quelque chose là-bas pour des gens talentueux, en France aussi, partout, pas que à Madagascar, donc voilà. Et c'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie d'Anisha Joe pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pour démêler le vrai du faux et débusquer les théories du complot comme vous l'avez fait, Thomas, Mathieu, vous avez créé avec Thomas un avatar et un média. Ça s'appelle Anti-Fake News AI, que vous présentez tous les deux comme un nouveau programme d'information qui se sert de l'IA pour lutter contre la désinformation. C'est une première pour un média en France et je voudrais pour l'illustrer qu'on regarde cette vidéo. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et vous allez voir, c'est impressionnant. Ce que l'on peut faire en 2024 est hallucinant. Je peux prendre la voix de Jean-Luc Mélenchon. Ou celle de Gabriel Attal. Voire même celle d'Angèle, pourquoi pas. Autant vous dire qu'avec les élections américaines qui approchent... Jag kan till och med prata på svenska, det är helt galet. Il va falloir redoubler de vigilance en 2024 sous peine d'être totalement en mode... Balance ta fake news. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est ma voix au début et à la fin de cette vidéo. Et j'apprends que je sais parler suédois, notamment. Mathieu, dans la vraie vie, je n'ai jamais dit ce qui a été prononcé par votre avatar, Thomas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a synthétisé les voix des gens qui sont... les voix des célébrités qui sont à l'écran. Et aujourd'hui, il faut savoir que synthétiser une voix, c'est extrêmement simple à faire. Ça paraît de la science-fiction, on a l'impression de convoquer les meilleurs films de science-fiction. Pour autant, synthétiser une voix, moi je peux le faire sur le trajet dans le métro. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité. Vous avez besoin de quoi pour ça ? Des extraits J'ai besoin d'un échantillon de bonne qualité de la voix de la personne, idéalement avec le niveau de qualité, on va dire, sonore de ce que je veux en faire. Et après, alors si, par exemple, c'est un échange journalistique, je vais enlever les voix qui ne m'intéressent pas pour que je vais faire un bout à bout de la voix pour avoir du coup de la dynamique. Et une fois que je vais faire ça, je vais créer un modèle de voix de la personne et lui faire dire à peu près ce que je veux. Soit en tapant un texte, première solution, soit en lui mettant une autre voix. Donc par exemple, moi je vais parler et je vais appliquer le modèle de voix, ce qui va faire changer ma voix tout simplement. D'accord, donc ça change aussi le ton et ce qui permet notamment de me voir moi en train de parler suédois. C'est ça Thomas ? Exactement. Oui, effectivement, hier on a fait cette petite expérience pour vous et ça nous a pris un quart d'heure peut-être maximum à tout casser. Et le plus long, c'est souvent de trouver cet échantillon de voix. Inès de Marcia, quand on parle d'éducation, quelle est votre approche, quel constat sur votre ville, sur votre commune ? Les maîtres mots, j'ai cru comprendre, c'était sécurité, bien-être et accompagnement. C'est dans ce sens-là ? Oui, l'ordre est important ou... Tout à fait. L'ordre est important. Je pense que notre rôle, notre engagement, c'est de créer les meilleures conditions d'apprentissage
en tout cas qui soit favorable à l'apprentissage des enfants, en mettant toujours une priorité sur la sécurité. On accueille plus de 2000 enfants par jour. Combien d'habitants à Chatou? Alors 31 000 habitants. 31 000 habitants. Et 2100 enfants qui sont scolarisés. D'accord. Que nous accueillons chaque jour. Et voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment important pour nous de pouvoir créer ces conditions. Sécurité, bien-être et accompagnement. Tout à fait. Vous avez publié à la rentrée 2023 un roman aussi remarquable que remarqué dans la prestigieuse collection blanche des éditions Gallimard. Ça vous fait sourire. Ça fait plaisir, non, d'être dans la blanche. Absolument, oui. Bon. Son titre, Les conditions idéales, c'est un récit à peine romancé de votre vie, celle d'un enfant confié dès son plus jeune âge à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et en lisant ce livre avec en tête cette journée du quart d'heure lecture, je me suis dit que vous deviez être heureux, peut-être ému même, d'avoir été choisi pour le parrainer, parce que la lecture, elle vous accompagne, vous, depuis votre plus jeune âge. Absolument. On va commencer par ce qui est le plus immédiat. Moi, je suis venu à l'écriture par la lecture. C'est comme ça que j'ai voulu avoir que cette vocation est née. Et sinon, on va dire, c'est une chance, puisque je partage avec le personnage le malheur, on va dire, d'être issu de l'aide sociale à l'enfance. Et rapidement, j'ai eu la passion de la lecture. Mais j'ai fait ma scolarité universitaire, je pense, sur les quelques années où j'étais performant à l'école primaire, vous voyez, où je rentrais chez moi à la rentrée. Avant le collège et surtout avant le lycée, on en parlera après. Et je lisais mon livre d'histoire entièrement. Voilà. Vous lisiez le dictionnaire, Le dictionnaire, absolument. Vous disiez c'était ma Bible, le dictionnaire. Oui. Et puis je suis de l'époque, je regardais beaucoup la télévision quand même, il n'y avait pas le smartphone bien sûr, mais j'étais vraiment plongé dans la lecture et c'est surtout un rapport, ce qui m'a plu, je crois, et ce qui continue de me plaire dans la lecture, donc l'acte de lire des lettres, c'est le rapport au savoir, l'accumulation de connaissances, voilà. Le sujet de l'intelligence artificielle aussi, et je voudrais terminer sur cette question, c'est les fake news, c'est les deepfakes. Est-ce que vous pensez, Thomas, que plus les jeunes passent de temps sur les réseaux sociaux, plus ils ont tendance à croire en des théories complotistes? On a reçu il y a quelques jours... Ça me fait penser à un passage que j'ai vu sur votre antenne. Exactement, monsieur Oulou Garcia, qu'on a reçu pour son nouveau livre « Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton ». Un passage de son interview a été diffusé sur nos réseaux sociaux et vous avez souhaité le commenter aujourd'hui. Mais oui, je crois que c'est aujourd'hui, pensez aujourd'hui que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité dans la diffusion et donc dans la croyance, dans toutes les fake news et les théories du complot. Franchement, c'est vivre dans une grotte. Déjà, il y a énormément de documentation qui montre que le fait d'être exposé à cette désinformation crée fatalement une forme de faiblesse intellectuelle. Donc, en gros, si on vous expose à des théories du complot complètement dingues, ça va faire en sorte que celles qui ont l'air à peu près sérieuses vont être beaucoup plus crues que si vous n'étiez pas exposé à des choses dingues. Donc déjà, ça c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est qu'on a tout un tas de données qui nous montrent que, par exemple aux États-Unis, les gens qui pensent que la Terre est plate, le croient majoritairement, mais extrêmement majoritairement, à 90%, parce qu'ils ont vu circuler l'idée que la Terre était plate dans des vidéos sur YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce qu'ont permis les réseaux sociaux, cette liberté d'expression merveilleuse, reconnue par tous, en fait, ça a créé un autre truc un peu inattendu, qui est que s'il n'y a pas de responsabilité de celui qui parle, et donc qu'en gros, on peut dire n'importe quoi, les gens vont dire n'importe quoi. Ouais. Et pire, ces machines vont, pour capter notre attention, plutôt mettre en avant le n'importe quoi que sa contradiction. Et donc, si vous vous demandez si la Terre est plate, naturellement, on va vous répondre qu'elle est plate et on va vous encourager là-dedans. Et on va en plus créer une espèce de deuxième mécanique qui est que on vous enferme un peu dans une bulle de filtre et donc vous ne voyez que des choses que vous croyez déjà un peu et pire, vous ne voyez que des gens qui croient un peu comme vous. Donc ça a un deuxième effet sur le cerveau humain qui est que déjà, je crois n'importe quoi, mais en plus, je suis persuadé que j'ai raison parce que tout le monde pense comme moi. Donc je suis pas du tout d'accord avec ce que ce chercheur a dit, mais bon, tant mieux. C'est aussi la chance de vivre dans une démocratie pluraliste dans laquelle on peut avoir des idées, des opinions différentes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de dangereux à laisser ces réseaux ne pas assumer leur responsabilité éditoriale. Je ne crois pas du tout que ce sont des tuyaux. Je crois que ce sont des médias et que comme les autres médias, ils doivent être responsables de ce qu'ils diffusent.
Alex, aujourd'hui, tu nous parles de l'engagement d'une icône du basket, particulièrement très, très attachée à cette ville de Chatou. Oui, et cette légende n'est autre que Georges Eddy, le journaliste Oh là 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 qui a très largement contribué à populariser la NBA en France. Eh bien, saviez-vous, Patrice, que si Georges Eddy est né en Alabama, on atteste son accent, eh bien, sa maman est originaire de Chatou. Ses grands-parents y ont d'ailleurs toujours vécu. Il semble avoir un réel attachement pour la ville, puisqu'il n'est pas rare de le croiser sur le terrain de basket de l'île des Impressionnistes. Sur le playground. Yes. Or, Georges Eddy ne se contente pas de jouer, puisqu'il a largement contribué à la rénovation de ce fameux terrain, grâce à son association Playground Time, qui agit pour des terrains durables et solides. On l'écoute. J'ai créé l'association Playground Time avec Guillaume Pucelle afin de conseiller des municipalités bénévolement comment construire des terrains de basket, de les rénover au moindre coût et en choisissant les bons matériels, comme Guillaume a fait en supervisant la construction du Playground de Chatou sur les îles des Impressionnistes. Nous avons voulu aussi créer une communauté autour de notre Playground avec des événements, un tournoi qui a été un gros succès avec les jeunes du coin et également des événements en soirée avec le cinéma de Chatou en diffusant des films qui traitent le basketball. Donc l'idée, c'est de dire aux jeunes sortir de chez vous, de laisser vos écrans derrière, prendre de l'air et faire du vrai basket avec vos copains sur ces terrains en plein air. Et nous avons ajouté aussi un volet sensibilisation pour les gestes qui sauvent après des problèmes cardiaques que j'ai connus personnellement. Et sa mission ne s'arrête pas à Chatou, puisque Georges Eddy entend rénover les playgrounds de France. Pour de nombreux jeunes, ces espaces sont essentiels. Ils les représentent de véritables lieux de vie. En tout cas, ils l'ont été pour lui et ils le sont toujours. Depuis sa création, l'association a accompagné plus d'une trentaine de projets. Expliquer aux enfants bien qu'ils lisent, qu'ils doivent lire, mais j'ai fait la tournée du concours des lycéens aussi, et finalement je peux vous assurer que les jeunes lisent pas mal lorsqu'ils sont en classe littéraire ou autre, et il y a une dimension vraiment de passion. Au concours des lycéens, vous en avez quand même vu des spécialement motivés, à la fois intrinsèquement et avec des enseignantes et des enseignants formidables quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Mais pour les petits scandaires, moi, j'ai écrit un peu ce livre aussi en réaction à l'adolescence que j'ai menée, hein, puisqu'à un moment, vous vous dites, bon, c'est pas possible, parce que c'est quand même, vous êtes jeune, vous avez normalement, vous devez aller à l'école, faire vos devoirs, prendre votre goûter, vous amuser un peu, mais vous n'êtes pas censé raser la banlieue. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé en juin dernier. Et en fait, ce qui était circonscrit à Paris, avant, où des grandes agglomérations, est finalement métastasé un peu partout sur le territoire. Quand vous dites passer à Paris, vous pensez à la mort de Naël qui a été tué par un policier pendant et aux émeutes qui ont suivi. Et aux émeutes qui ont suivi dans toute la France pour le coup. Bien sûr, et y compris dans des villes moyennes où on n'avait pas l'habitude d'en voir beaucoup. Et je dois reconnaître que je peux pas dire ça va mieux. Et donc, quelle est la solution? C'est-à-dire que 20 ans après, c'est vrai. Voilà. Puisque vous en parlez, je signale quand même qu'une fresque, je crois, vient d'être inaugurée à Nanterre, à la cité Pablo Picasso, qui a été faite par les habitants et avec des éducateurs de rue qui ont également coordonné tout ça. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Alice Pitavi. Le son, c'est Thibaut Gruy-Lafont. Le maquillage, Julie Ordner. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Réarmement démographique. Ça y est, c'est ce que vous avez en tête? Le réarmement. Il faut reprendre vos études. Il faut reprendre les études et avoir des enfants. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec